Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de la pause sur cette menace de mettre des tarifs à 50% sur l'Union européenne, ce qui n'arrivera pas bien sûr, mais on va parler de cette pause ou en tout cas du fait que ça va être retardé désormais jusqu'au 9 juillet si je ne me trompe pas. Également, on va faire du Glassnode, c'est-à-dire on va aller faire du on-chain, on en fait de temps en temps, une fois tous les 2 mois, quand c'est plutôt calme sur le reste, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui également, et peut-être une petite analyse sur le S&P 500, donc faire de la macro si jamais on est à peu près dans les temps de quelque chose qui reste raisonnable en termes de durée de vidéo. On y va pour l'intro. Alors, Bitcoin, toujours dans un contexte de quasi price discovery, on va dire ça comme ça, au sens où on est quasi au-dessus de la TH. Euh, on est, nous, dans ce scénario probable que Bitcoin sera autour des 160 000 $ le 11 juillet, c'est-à-dire qu'il va tenir le momentum actuel, cette ligne de tendance-là. S'il la perce, pas dramatique non plus. Attention, on commence à accumuler un petit peu de la liquidité en dessous, mais pour le moment, ça reste notre scénario privilégié avec, on va dire, un TP intermédiaire sur cette target ici autour des 123 000. On avait dit attention à autour des 111 parce qu'on aura crevé un petit peu la poche de liquidité qu'on avait au-dessus de la TH, bien sûr, et que là, ça risque de pondérer un petit peu, enfin de se calmer un petit peu. C'est plus ou moins ce qu'on a eu sur la descente de ce week-end. Donc bravo à ceux qui ont pris ce mouvement-là. Et désormais, on n'a pas d'accélération du momentum du tout, vous le voyez. Et on se retrouve finalement sur le momentum de base. Donc ça et ça, on peut l'enlever. D'accord. Cette zone ici de rejet, elle a rejeté. Donc on peut l'enlever aussi également. 110 800. Et puis en daily, est-ce qu'on a fermé au-dessus de la TH? La réponse est oui, donc ce niveau-là ici n'a plus lieu d'être. Si on doit trouver vraiment une résistance dans sa time frame, c'est-à-dire un endroit où d'habitude à la TH on refusait, on a clôturé au-dessus de la weekly qui est là. Voilà, pour moi c'est typiquement on s'installe au-dessus de la TH et ce dans quelque chose qui ressemble à quelque chose de plus qu'une prise de liquidité. On n'est pas juste sur une prise de liquidité et puis ça en va. Typiquement, à peu près ce qu'on avait eu là-dedans, en fait. Tiens, pardon. Hop, excusez-moi. J'avais un ATH ici, je viens prendre la liquidité, je me fais rejeter, et puis derrière, je dégage beaucoup plus bas. Je ne pense pas qu'on soit là-dedans. En tout cas, c'est pas le scénario qu'on privilégie pour le moment. Le contexte n'est pas mauvais, d'autant plus que Bitcoin a bien réagi encore une fois aux annonces sur les tarifs à nouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces annonces sur les tarifs? On peut dire que c'est une magnifique manipulation de marché, extrêmement assumée de la part de Trump. Attention parce que à un moment donné, ça risque de lui retomber dessus. C'est-à-dire qu'à force de manipuler comme ça les marchés, il y a probablement des gens qui ont bénéficié, probablement des proches, probablement qu'il est un petit peu en roue libre, Donald. Donc du coup, il y a un moment donné où il va se faire taper sur les doigts. Et il va y avoir peut-être un impeachment ou peut-être des choses dans ce genre-là. Pour le moment, il a les total pouvoirs. Voyons à mi-mandat ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a fort à parier qu'à un moment donné, ça risque de lui retomber dessus quand même. 4 heures, rien de spécial, rien de plus spécial que ça. On a revisité la vallée qui était ici, proprement, et on a validé, je pense, à ce stade, la cassure de la distribution qui est là. Donc voilà, tant qu'on tient, on va dire, le momentum initial dans une time frame daily, j'aurais tendance à dire qu'on va au-dessus. Et encore une fois, attention, on accumule de la liquidité, mais petit à petit, on glisse dans le temps et on efface la fraîcheur de cette liquidité. C'est-à-dire que, par exemple, là, 19 avril, c'était il y a un mois. Dorénavant, cette liquidité-là, qui est quand même consistante, n'est plus fraîche. C'est peut-être quelque chose qui fera partie d'un mouvement plus ample. Si à un moment donné, on devait revenir revisiter 82, vous comprenez que ça serait ce genre de prise de liquidité où d'un coup, on chute de 50%, et on vient sortir tous les leviers x2, tous les traders de position, absolument tout le monde qui est en long. On fait une sorte de petit coup d'essuie-glace, un petit coup de carglass. Mais là, à ce stade, je vois aucun intérêt nécessairement à aller chercher cette liquidité-là, compte tenu du fondamental. On fait toujours ici une analyse sur cette chaîne qui est complète, c'est-à-dire je regarde le technique, effectivement. Le technique, pour moi, ça correspond simplement à regarder le temps qu'il a fait hier et se dire que ça sera la météo de demain, tout simplement. Donc quelle est la tendance, quel est le fond, etc. Voilà, où est-ce que sont les supports, où est-ce que ça rachète. Tout simplement, c'est relativement simple encore une fois,
d'avoir cette carte météo là, mais qui correspond à regarder tout simplement dans le temps ce qui s'est passé par le passé. On a la liquidité qui est très importante, surtout sur Bitcoin, et qui elle par contre dépend à la fois de la quantité, là vous voyez que c'est un peu moins opaque, donc il y a beaucoup de liquidité dans cette zone là, mais également de la fraîcheur. C'est pour ça qu'on regarde assez souvent nous que des liquidités sous 7 jours. Hein. Sur la chaîne, on a tendance à privilégier la 7 jours parce qu'on a à la fois une quantité qui est là, mais également une certaine fraîcheur. On ira voir plus loin dans le temps uniquement si le funding nous montre que les traders de position sont bien plus massivement positionnés longues, et ce depuis un long moment. Et ici, on voit que pas du tout. On est vraiment dans une zone où le funding est neutre, donc la liquidité doit être fraîche puisqu'on a à peu près autant de monde d'un côté ou de l'autre de la balançoire. Hein. On est bien d'accord là-dessus, j'espère que vous comprenez. Si vous comprenez pas, n'hésitez pas, il y a des tutos en fin de vidéo, il y a toujours le même tuto. C'est une playlist de tutos, ça dure 2h30 à peu près, et vous allez tout comprendre beaucoup mieux, vous allez gagner énormément de temps. On va revenir sur Bitcoin en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. J'en profite également pour vous dire de ne pas hésiter, si vous aviez dans l'idée de venir trader en levier, par exemple sur Bluffin, ce genre de choses, déjà allez voir d'abord la playlist dont je vous parle et les tutos dont je vous parle, notamment celui sur, bien sûr, le risk management. Le levier, c'est un outil de crédit. Vous faites un crédit, mais ça n'est absolument pas un outil pour multiplier un potentiel capital de trading par X, ça n'est absolument pas le but. Et par ailleurs, vous avez bien sûr code d'affiliation sur Bluffin et Crypto Signal FR si tout cela vous intéresse. Je répète que tous les bénéfices de la chaîne, affiliation comprise, sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je ne vends pas de formation. J'ai un Discord, mais parfois je suis dessus, parfois j'y suis pas. C'est très bien pour moi, ça m'oblige absolument à rien. Et c'est ça qui fait que j'adore faire cette chaîne, c'est que simplement je suis libre. Maintenant, les gens qui vendent, qui vivent de leur trading n'ont pas besoin théoriquement de vous vendre des formations. Donc faites attention à ça. Logiquement, si vous avez des gens qui vous proposent des affiliations, etc., et qui insistent énormément là-dessus, soit ce sont des scammers, soit ce sont des gens qui, malheureusement, ne sont pas rentables, ou alors, on va dire, ont vraiment énormément de mal à l'être en permanence. Donc faites attention à ça. Ici, point pivot touché, oui ou non, pas vraiment. On est sur Ether BTC, bien sûr. Pour le moment, je trouve que on a plutôt ça qui est impulsif et ça qui est correctif. Ça se reprend pas nécessairement extrêmement bien. Hein. On a bien sûr le support est là, hein, vous l'aurez compris, ici sur les 0,023. On n'en est pas très loin ici. C'est pas non plus en train de péter la baraque sur une impulsion supplémentaire. Comment on pourrait voir les choses ici? Bon, le support est là, voilà pour moi. Hein, on le voit assez bien. Quelque part par ici, c'est là où on s'est repris jusque-là. On a un petit support intermédiaire également qui est juste ici, 0,23, j'ai pas les chiffres après la virgule, mais j'ai envie de dire, peu importe, on trade assez rarement Ether contre Bitcoin, enfin en tout cas on le prend plutôt comme indicateur. Hein. Est-ce que j'ouvre des trades sur Ether, est-ce que j'ouvre des trades sur Bitcoin, est-ce que je me positionne plutôt à l'investissement sur Ethereum ou plutôt sur Bitcoin? Pour moi, tant qu'on n'a pas pété de toute façon la rouge qui est là, hein, cette rouge-là, je dirais qu'on n'a pas grand-chose de plus qu'un retracement haussier sur Ether BTC qui sur le fond pour le moment est en tendance baissière. Mais cela dit, on avait quand même pris ce recoupement haussier hein, ici sur en fait cette figure de retournement ici hein, que vous avez en épaule tête épaule inversée sur Ethereum, et on a un joli trade sur Ethereum qui est en cours. Pour le moment, il a l'air de temporiser beaucoup. J'attends un petit peu que ça se mette, que ça s'actualise, voilà, merci, TradingView, et il temporise pas mal. Alors pourquoi pas une flat, hein, j'ai envie de dire. Spoiler alert, je trouve qu'il y a beaucoup de liquidité là. C'est typiquement quelque chose que j'ai regardé il y a de ça, enfin j'ai regardé ce week-end et il se trouve qu'il y en a. Donc la question ici, on l'avait dit, c'était est-ce que je pousse, je corrige en flag, je casse le flag et je donne une nouvelle impulsion, ou alors est-ce que je corrige à plat? D'accord, à plat ça voudrait dire ça. Venir faire un petit tour sous la structure ici. Le support est là, hein, sur 2290. J'ai envie de dire celui qui cherche une continuation sur Ether, le faire avec un capital entre guillemets conséquent, enfin plutôt une portion de votre capital de trading conséquente, j'aurais
pas tendance à dire que c'est extrêmement professionnel de le faire tant qu'on n'est pas passé sous cette structure-là, voire même sous ce point-là, d'accord, 2271. Maintenant, il se peut qu'on tienne les niveaux intermédiaires qui sont là, hein. On a un peu la même chose sur Ether Bitcoin. Il se peut que ça tienne à ce niveau-là, mais on voit que ce genre de choses, par exemple, typiquement, si on le perd, ça nous indique plutôt, épaule tête épaule, on va dire dans ce sens-là. Si jamais on perd le petit support intermédiaire qui est globalement ici à 2451, hein, ça nous dit plutôt quelque chose qui viendrait faire un tour du côté des 2217. Donc typiquement une flat, A, B, C, je passe sous la structure, et en fait mon flag il est là, d'accord flag ou flat, c'est pareil, hein, qu'il soit à plat ou qu'il soit penché, c'est à peu près pareil. On préfère quand même, bien sûr, qu'il soit penché dans ce sens-là. On préfère avoir un flag qui nous fait comme ça, puisque vous avez ici des shorts à venir chercher, plutôt que d'avoir quelque chose à plat. Hein. C'est encore mieux, c'est bien mieux d'avoir quelque chose de penché, puisque là vous avez, oui, certes, deux higher high, mais deux sommets, mais donc de la liquidité, hein, certes, on est bien d'accord, mais pas nécessairement aussi impulsif dans son short squeeze que quand on vient casser la distribution qui est comme ça. Et à l'inverse, une montée larvée, hein, donc l'inverse, ça peut arriver que ça casse vers le haut, mais pour le coup, c'est moins encourageant. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu ce genre de... Si jamais on vient, par exemple, juste prendre ça et ensuite reperdre la structure, c'est pas nécessairement GG pour Ethereum. On avait tablé, je crois pas avoir fait de vidéo depuis 23 mai, non, je pense pas. Je sais pas de quand date la dernière vidéo, mais sur la potentialité de tenir ce momentum-là pour accélérer le momentum, hein, c'est ce qu'on veut voir sur Ether. Vous voyez, pour le moment, c'est pas ce qui s'est mis en place non plus. Ce qu'on a en tendance de fond sur Ether, ça reste haussier quand même sur le moment, avec une target de, je le rappelle, 6050, et d'autres targets également, hein, bien sûr, intermédiaires. Voilà, petite zone de vente, je dirais, entre 3000 et 3003 quand même sur petite zone de profit partiel. À ne pas fade, à ne pas oublier. Et sur le total altcoin, donc là on regarde l'altcoin dominance. Pour moi, à ce stade, on est pour le moment en tout cas sur une forme de rejet. Elle est un petit peu mal mise là, ma trend, mais on va la remettre bien. Et donc la question ici, c'est est-ce qu'on tient ? Est-ce qu'on tient le support, hein, même chose. Vous voyez qu'on a quand même cassé une distribution intermédiaire, qui est celle-ci, là, qui jusque-là nous rejetait. Hein, je parle de ça, 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 et ça, et ça. Et que le support est là. On est bien d'accord là-dessus. Dans quel time frame on peut voir le support? Et vous voyez qu'en 4 heures, il est perdu. Bon, alors là, vous avez le 4 heures initial, hein, d'accord, qui a tenu, en fait, ici. Là, il n'a pas été touché, donc ça peut être une possibilité d'aller chercher, hein, 0,196 sur l'altcoin dominance, la totalité des altcoins qui ne pèserait que 20% du marché, d'accord. Attention, parce que ça nous fait perdre un truc qu'on n'a pas trop envie de perdre, c'est-à-dire ça. Et ça, j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, donc je ne vais pas refaire à nouveau le même point là-dessus, mais en gros, perdre cette accumulation-là, ça serait pas quelque chose de génial. Donc tant qu'on tient le 4 heures, j'aurais tendance à dire, ça va à peu près, et sur des plus grosses UT, j'avais envie d'aller voir, mais oui, c'est ça, en gros, vous avez la monthly qui est ici. Il ne faut surtout pas passer un mois entier sous ce point-là, et éviter de perdre le 4 heures qui est ici, donc et le daily qui est là, hein, bien sûr. Donc dans des UT, dans des petites UT comme dans des grandes, hein, vous l'avez vu ici, dans l'idée, on parle du monthly, et on parle du 4 heures et on parle du daily. Vous avez toutes les infos sous les yeux. Si vous ne comprenez pas encore une fois les histoires de niveau, arrêtez tout. Allez voir littéralement ce qui se passe au niveau de la playlist en fin de vidéo et vous comprendrez vraiment beaucoup mieux. Ici, je regarde le total, donc le gâteau global, hein, le camembert de la crypto. Vous voyez ici, impulsion, correction, on tient une forme de trend qui elle-même avait accéléré et là, je pense qu'on était autour des 15 000 $. Donc sur le total, ça reste cohérent. Vous comprenez ici que ce qu'on a regardé, c'est un mouvement qui est littéralement BTC driven. On a une dominance BTC qui doit faire
je dirais même peut-être, pardon, plus quelque chose comme ça, 60 et quelques pourcents du marché, on est entre 64 et BTC dominance, en ce moment, elle doit être autour des 64-26, voilà. Donc globalement, vous avez ça, et puis vous avez des alts dont je vous ai parlé ici, qui sont dans les, en ce moment, 19%, et puis derrière, vous avez, on va dire, ETH qui doit faire dans les 7-8, et les stablecoins qui doivent faire dans les 4-5, d'accord. C'est assez intéressant de faire ce travail sur la dominance. Alors là, vous comprenez qu'on a regardé ce camembert-là, et puis on a regardé ce camembert-là, le gros, sur BTC. C'est assez intéressant de voir ce travail-là et d'avoir un travail technique également sur la totalité du gâteau. Et ce qu'on peut voir ici quand même sur la totalité du gâteau, c'est qu'il y a à chaque fois une belle impulsion, une correction, une accélération, une correction à nouveau et on tient le momentum initial, ce qui est plutôt propre de ce côté-là. Également, ce qu'on peut voir, c'est que d'une certaine manière, on est venu chercher la vallée ici, qui était ici. Globalement, ce qui correspondrait peut-être aux 72 000 dollars sur BTC a été parfaitement retesté sur le gâteau total, la market cap totale. Et on avait fait un gros travail en weekly sur la market cap totale qui nous disait, bah tiens, regardez cette jolie séance là. Avec retest de la ligne de coup, est-ce qu'on n'était pas à ce moment-là simplement en train de retester pour confirmer, il va falloir faire un ATH sur la market cap du total. Vous avez bien compris que la séance ouvre des targets autour des 8 trillions. On est actuellement à 4 trillions, ça fait un x2 sur la market cap totale. Donc dans ce cadre-là, la question qu'on peut se poser, si jamais on cherche ça, hein, on n'est pas obligé de le chercher, on peut très bien sortir aujourd'hui et sortir maintenant, hein, mais sur ce type d'idée j'ai une petite accélération du momentum, c'est quand même mignon. J'ai à chaque fois mes accélérations, distribution, etc. On peut déjà se demander est-ce que je ne serai pas à mes 5 trillions en X 2027, etc. Personnellement, moi je vois les choses plutôt dans une nouvelle accélération qui pour l'instant est en train de se positionner comme ceci, hein, vous le voyez, vous êtes pas Miro. Hop. Ce qui correspond à peu près à la pente de ce que je vous montrais tout à l'heure sur BTC. Celui qui dit, ok, moi... Dans quel scénario je m'inscris là-dedans? Vous voyez que ça colle pas mal, novembre 2025, et alors on était plutôt sur juillet pour Bitcoin pour trouver un ATH. Dans ce cadre-là, dans quoi je m'inscris et comment je fonctionne, est-ce que, bien sûr, je prends des profits ici au milieu, hein, target de ce flag notamment, qui est ici. Ici, on a une belle conjonction entre, excusez-moi, c'était ce flag-là qui donne cette target-là. C'est-à-dire, ici, c'est pareil, il n'y a rien de magique, je le répète, regardez le temps qu'il a fait hier pour faire la météo de demain. En fait, qu'est-ce que je fais quand je fais le swing, c'est-à-dire que quand je fais la balançoire ici, je fais un mouvement AB égale CD, c'est-à-dire je dis simplement, tiens, si à la fin de cette correction, on fait exactement le mouvement qu'on avait fait pour monter et avant qu'on commence à corriger, voilà où j'en serai. C'est ça ma target, c'est juste comme ça, il n'y a rien de magique, c'est simplement de dire, regarde, si ça se passe pareil, il est là, franchement, si ça se passe comme on a fait avant, si ça passe crème, et ben c'est comme ça que ça va se passer. Même chose ici, hein, finalement, où on dit, je pousse, j'ai ma correction, donc ma target de flag, elle est là, ok, et on a une belle conjonction, je trouve, autour des 8,5 trillions sur la market cap totale. 8,5 trillions, on est à 3,4, ça fait un peu plus que x2, on est à 145%. Il faut bien comprendre que 145%, donc là, vous l'avez capté, on est dans l'idée que Bitcoin va topper entre 160 et 240. D'accord, le scénario de base, c'est ça. Ok. Dans ce cadre-là, on a un gâteau global qui, en théorie, va nous donner x1,5. Hein, vous êtes bien d'accord avec moi? C'est très mal. J'arrive pas très bien à dessiner avec la souris, mais x1,5. Donc à partir du moment où BTC lui-même fait quelque chose comme x1,5, est-ce que au sein de ce mouvement-là, j'ai pas d'abord un truc où les alts prennent plus que 20%, et nous on tape sur 37, donc les alts doublent, et puis ensuite on a le reste du mouvement, hein, d'accord? Donc ça c'est pas nécessairement obligé de se faire là tout de suite. On n'est pas nécessairement obligé de toper non plus à 8,5, mais
c'est bien d'élaborer des scénarios ici où vous vous dites, bon, ok, où est-ce que j'en suis? Il y a différentes manières de procéder ici. Vous pouvez avoir des targets personnels. J'entends par là une personne qui, je sais pas, a mis 3000 boules et qui veut sortir avec 15. Parfait, très bien. Le moment où tu as 15, tu sors. Et il n'y a pas de souci avec ça. J'aurais tendance à dire que c'est une très très bonne méthode, sincèrement. Moi, et je l'explique aussi dans le risk management, j'ai aussi d'autres manières de fonctionner. C'est-à-dire que par exemple, je reste toujours exposé à 10% de mon patrimoine en crypto et je ne reste jamais exposé à plus de 30. D'accord? C'est pareil, c'est des genres de petites règles d'or. Alors, ça m'est arrivé de monter à 35-40, mais c'est des genres de petites règles où, à partir du moment où c'est en train d'arriver, vous avez les fesses qui font bravo. Et quoi qu'il en soit, y compris même si vous aviez un plan initial, etc., vous avez cette petite règle d'or ici qui vous dit un petit peu comme si vous étiez en bagnole, que vous adorez faire le 0 à 100 en moins de 3 secondes, mais par contre, vous mettez un petit limiteur à 170, 180 en permanence, histoire de ne pas perdre le permis non plus. D'accord? Donc l'idée ici, c'est quand même, oui, on aime bien faire de la moto sans casque, mais on va pas pour autant aller faire du dirt bike ou tenter des backflips dans le sable sans casque. D'accord? Donc l'idée, elle est un petit peu comme ça. Voilà pour moi un peu comment je vois une zone de vente entre 8 et 12 trillions sur la market cap totale. C'est salut et merci en ce qui me concerne pour ce cycle et pour la partie de mon capital que j'ai allouée à ce cycle-là. C'est-à-dire que la partie de mon capital crypto, j'entends. Voilà, vous avez ici, pour certains, des gens qui vont investir de manière générationnelle. Typiquement, vous dites, ça, c'est de la crypto, c'est du Bitcoin que je ne touche pas, que je garde, que je mets de côté quoi qu'il arrive, et que je transmettrai par exemple à mes enfants ou ce genre de choses. Et puis, vous avez la crypto que vous allez jouer sur le cycle, la crypto que vous allez jouer sur ce mouvement, entre guillemets, qui peut arriver avec une alt season. Vous avez ici des temporalités qu'il faut savoir jouer. C'est la même chose ici, c'est-à-dire que il faut savoir dans quel UT on se place. Ici, moi, j'ai encore une fois sur l'UT de ce cycle, on va dire ça comme ça. Et ce cycle, moi, je considère que il ira pas beaucoup plus loin que mi-2026 et je pense même qu'il peut se terminer en 2025, c'est-à-dire qu'il nous reste 6 ou 9 mois. Donc, je m'attends à quelque chose d'explosif. Là, maintenant, si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'on décalera les choses, on reverra un petit peu ce qu'il se passe, etc. Pragmatisme. Mais globalement, il faut bien comprendre que, comment dire, vous comprenez ici, par exemple, cette target-là, imaginons une 3, ou ici, cette target-là également, 100 trillions, pourquoi pas. L'idée ici, vous comprenez qu'on regarde déjà 3 cycles en arrière, quasiment, oui c'est ça, 1, 2, oui on est à 3 cycles en arrière, puisque on a ici fait la même chose, on a dit tiens, s'il se passe à la fin de cette correction la même chose que ce qu'il s'était passé dans l'impulsion précédente, celle de 2015 à donc 2017, où est-ce que ça peut m'emmener la market cap crypto, on le voit ici entre 33 et 100, d'accord, donc c'est quelque chose qui, vous le comprenez, saute les cycles et ne dépend pas de quelque chose d'un premier cycle. Et je reviens ici dans mon UT. Qu'est-ce que je suis en train de jouer en termes d'UT quand je joue finalement ce qui se passe à l'intérieur de ces choses-là? J'ai du TP partiel sur cette target-là, on en a parlé. J'ai du TP partiel sur cette target-là également. Et d'une certaine manière, j'ai du TP partiel qui doit se faire sur cette target-là, qui est par ailleurs, donc vous le voyez ici par exemple si je prends ça, hop, je le dégage à la fin de la correction précédente, allez, 18. Donc il est possible, il reste possible, si jamais on réitère ce qu'on avait fait sur le cycle 2019 à 2021, et moi je le considère qu'on est même plutôt comme ça, d'accord? C'est-à-dire que le top du cycle 2021, il est ici. Pour moi, ça fait partie de la correction, même si c'est un mouvement de liquidité, donc je ne le vois pas comme un mouvement réellement. Donc vous voyez ici que ça m'augmente, on va dire, d'une certaine manière, les probabilités jusqu'à ça. Donc sur ce cycle, je dois... Alors moi, j'ai mis avant, vous voyez que j'ai mis à 12, parce que je suis d'un naturel plutôt prudent, plutôt conservateur, mais voilà, celui qui dira, pour moi, toute ma zone de vente, elle se situe entre maintenant pour certaines choses, parce que je peux avoir fait des achats, admettons, bas de cette correction pour vendre ici,
Ça, c'est tout à fait jouable. Également là-dessus. Principalement ici, on va dire que ce sont des shads. Celle-là, Alpha Double, par exemple, je sors la moitié de mon investissement une fois que j'ai doublé. Ce genre de choses. Mais globalement, moi, voilà, je considère que toute cette zone-là, sur ce cycle, est ma zone de vente. Ok ? Vous voyez que je l'ai mise légèrement en dessous parce que, encore une fois, j'aime bien être plus en amont que le reste du marché. On a déjà fait beaucoup de temps sur l'analyse technique, on a beaucoup parlé je voulais faire du Glassnode aujourd'hui, on va en faire tout de suite. Globalement, sur Glassnode, les nombres de Bitcoin sur les exchanges sont toujours à la diminution et on voit que ça a tendance à s'accélérer. On va essayer de dézoomer un peu, enfin on va zoomer un peu. Ça a tendance à s'accélérer énormément dernièrement, d'accord. Très curieux. Peut-être également un effet ETF, hein, puisque les custodials, je suppose que les custodials en tout cas de Coinbase sont plutôt sur Cold Wallet, donc il faut bien le tenir en compte. Ici, on est sur le Realized Profit and Loss. Ceux qui vendent, est-ce qu'ils vendent en profit ou en perte? Et là, on parle de ceux qui vendent réellement, on ne parle pas du Unrealized. Et vous voyez qu'effectivement, en ce moment, ça prend des profits, et ça prend des profits plutôt propres. On a eu un mouvement où ceux qui vendaient plutôt à perte, et ça, c'était plutôt mi-avril, on va dire au climax un petit peu hein, de la correction sur le reste. Le Spent Output Profit Ratio, ça va être plutôt combien j'ai payé sur combien je vends, hein, globalement le prix, la différence entre un coin quand je l'ai acheté et à combien je le vends. Vous voyez ici que on est sur des zones où effectivement c'est profitable mais pas plus que ça. Nombre d'adresses actives, on est en train de latéraliser. C'est pas ouf, ça veut dire qu'on est plutôt entre nous, il n'y a pas vraiment de nouveaux arrivants, ce qui se confirme je trouve par le nombre de nouvelles adresses, au sens où on est plutôt ici sur des adresses existantes qui réaccumulent, en tout cas c'est ce qu'on pourrait éventuellement voir en amont de tout ça. Ensuite, en ce qui concerne pourquoi ça zoome pas? Voilà. En ce qui concerne le Realized Profit and Loss, bon, bah, même chose, on est sur des prises de profit certes, mais on n'est pas incroyable, sachant que les dernières prises de profit semblent avoir été plutôt minimes, 109 000, et qu'il nous manque un petit jour, mais c'est pas grave. Le Realized Profit, pareil, on n'est pas sur des niveaux incommensurables comme on pouvait l'être autour du 3 novembre. Parce que quand le marché est bien sûr très en profit, eh bien ça engage, c'est plutôt engageant pour les gens pour prendre leur profit tout simplement. L'accumulation trend score, c'est est-ce que les très grosses adresses sont plutôt à l'accumulation ou pas? Et là on voit que oui, on avait même à la TH ici au 111 000 de la grosse adresse qui était plutôt sur un score de 1, donc accumulation très forte. Ici aussi, je pense que, attention, il y a un effet ETF, c'est-à-dire que j'achète sur de l'ETF, ça va aller sur une très grosse adresse, bien évidemment, puisque c'est le custodial de Coinbase. Et or, vous avez dans les acheteurs des ETF aussi des particuliers. Donc attention, hein, c'est une métrique qui est en train de changer, l'accumulation trend score. Je suppose que Glassnode, à un moment donné, va probablement même s'adapter par rapport à ça. La dormance, elle est plutôt maximale. Les zones de dormance, vous le voyez ici, quand les coins se réveillent, on est plutôt ici sur une dormance qui est extrêmement forte. On va regarder le nombre d'adresses après. Risque de réserve, est-ce que Bitcoin est finalement à un prix loyal, entre guillemets? Et là, vous voyez que le prix, malgré le fait qu'on soit sur un ATH, c'est ça qui est intéressant, le prix, finalement, il se trouve que il n'apparaît pas comme n'étant vraiment pas intéressant. Vous voyez ici qu'on est vraiment dans des jolies zones, alors que d'habitude, on a plutôt tendance à aller dans le rouge sur les cycles précédents, sachant que, attention, sur le cycle de mars 2021, donc le premier ATH ici, on n'était absolument pas monté dans les zones où le réserve risque était trop haut. La supply qui a bougé depuis plus d'un an est également à son plus bas, donc on a des bitcoins, encore une fois, qui ne bougent pas, et ça c'est plutôt une très bonne chose. Vous avez en général, quand les mouvements, les coins remontent, des mouvements de vente, hein, des BTC qui changent de main quand BTC est fortement à la hausse et quand il s'approche de zones de profit intéressantes. Là, la montée a été tellement calme et peu plébiscitée finalement que c'est plutôt propre de ce côté-là. Les ETF, on passe dessus, on le fait assez souvent pour ne pas avoir à le faire ici. Le MVRV, qui est dans une zone médiane, en général, vous vendez plutôt quand c'est dans le rouge, vous achetez plutôt quand c'est dans le vert. Vous voyez ici qu'il a été une nouvelle fois relativement propre sur le cycle précédent, mais également sur les zones d'achat. D'accord? Donc le MVRV Z-Score, très bon, très bonne métrique. Ici, même chose sur
le multiple de Puel. On va aller voir après, je vais vous montrer un très bon indicateur qui finalement mélange un petit peu tout ça. On va passer assez vite ici. Realized Price, en ce moment, il est de combien? C'est toujours intéressant de le savoir. Il a énormément augmenté. Il n'y a pas très longtemps, on avait regardé encore, on était autour des 30 000 $. Le Realized Price est désormais à 46 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix moyen d'achat des bitcoins, les bitcoins sont numérotés. C'est un petit peu comme si vous aviez des billets qui sont numérotés. Je prends le prix moyen d'acquisition de tous les bitcoins divisé par 21 millions. J'arrive à une médiane qui est à 46 000 $. À partir du moment où on regarde la totalité du marché, vous voyez qu'en général, quand la moitié du marché est en perte, on a tendance à passer un tout petit peu dessous en bear market et ensuite à repasser par-dessus, d'accord? C'est typiquement ce qu'on a fait à peu près à chaque fois. Et là, à 46 000 $, on pourrait se dire que ça serait le support ultime si on entrait en bear market, plutôt 40 000, quelque chose comme ça. Derrière, Net Unrealized Profit and Loss, là il s'agit de ceux qui sont en profit et qui n'ont pas nécessairement vendu. En général, on dit que le bleu c'est l'euphorie. Ici avait été touché l'euphorie en 2017, on n'a jamais touché l'euphorie en 2021, même si on est monté très haut, on est monté autour des 70%. Ici, il n'y a pas de signe d'euphorie, on est dans le vert, certes, on est dans le profit non réalisé qui est intéressant pour une sortie, mais on n'est absolument pas dans l'euphorie. Le hodl qui est au milieu aussi, entre la zone verte et la zone rouge. Le stock to flow qui est très loin de sa médiane éventuelle, qui n'a pas dépassé sur ce cycle-là, le cycle précédent, j'entends celui de 2021, n'a pas dépassé et qui là est plutôt à plat, nécessairement, sachant qu'on est dans la zone verte, celle qui normalement est la zone d'accélération. Vous le voyez ici, la zone d'accélération est verte. La zone d'accélération est verte parce que ça c'est le temps par rapport au halving, le temps passé par rapport au halving, d'accord? Est-ce que ça va accélérer ou pas? Bien sûr, pour le moment on table sur cette idée que oui. La supply distribution, là c'est en fonction des cohortes, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les cohortes que vous allez voir. Ici, vous voyez que les 1 à 10 bitcoins qui représentent 10%, auparavant étaient quasiment tout le monde, d'accord? Et désormais, c'est une zone beaucoup plus faible. On voit aussi que les moins de... En fait, c'est plutôt sain, au sens où les moins de 1 bitcoin sont toujours à l'augmentation. Il y a une augmentation constante, ce qui veut dire qu'il y a plus d'adresses qui commencent à accumuler d'un coup, etc. Globalement, une latéralisation, et ce depuis 2012, sur ceux qui possèdent de 100 à 1000 bitcoins. Je trouve que ça change pas énormément. Et bien sûr, une diminution pour les autres, sachant que les plus de 100 000 bitcoins ont tendance à réaugmenter assez fortement depuis 2021, finalement janvier 2021, et désormais c'est plutôt stable. Nombre de transactions, on s'en fiche. Ici, la supply qui n'a pas bougé depuis 3 ans, toujours pareil, elle était à son max. Quand on était finalement à 61 000 $, ici 46 000, ça commence à bouger. Sur les 3 dernières années, ça commence à bouger un petit peu. Bon, ça n'a pas bougé énormément, on est à 45%. Mais les BTC qui sont vieux de 3 ans commencent à bouger. J'essaie de vous faire un point sur les adresses. On va regarder d'abord les petits qui sont à la distribution, les inférieurs à 1 bitcoin qui sont légèrement positionnés à la distribution. Également les inférieurs à 10 bitcoins qui sont plutôt positionnés à la distribution. On cherche désormais les 100. Dommage qu'on puisse pas les mettre dans l'ordre qu'on veut. Parce que ce serait plus facile. Les 100 qui sont en latéralisation, légère augmentation même, donc on voit quand même une accumulation des baleines. Les 1000 bitcoins, accumulation aussi, accumulation des baleines de ce côté-là aussi. Attention, il y a l'effet ETF qu'il faut un petit peu sortir de tout ça. Et les 10 000 qui sont à la réaccumulation depuis en tout cas le 7 avril, depuis un mois, depuis le dip. Dernier dip, et pour le coup, c'est quand même une distribution constante depuis, pour l'instant, les 30 000 $, d'accord? Donc sur les... ce qui est normal, Bitcoin veut plus cher, j'ai 10 000 bitcoins, également je spread mon risque, c'est-à-dire j'ai 10 000 bitcoins sur une adresse, à partir du moment où Bitcoin dans le temps augmente de valeur, je vais avoir tendance bien sûr à splitter les adresses, histoire pour splitter tout simplement les phrases secrètes et les risques d'être bien sûr hackés de 10 000 bitcoins et plus. Indicateur assez intéressant pour que je vous en parle, j'en parle pas toujours, pas souvent, mais c'est le CBBI. Qu'est-ce que c'est le CBBI? C'est gratuit, déjà ça a le mérite de l'être, et ça c'est bien. Également, vous voyez qu'en ce moment il est à 89. Confidence we are at the peak, la probabilité qu'on soit au top de Bitcoin. Pour le moment, c'est quand même un des indicateurs qui a le mieux fonctionné, au sens où quand il touche le 100, c'est un top.
Excusez-moi. Quand il touche le 1, c'est un... alors là, on est à 7, vous le voyez ici, c'est un bottom. En termes de jours et de la proximité entre ce qu'il nous dit et le prix, je trouve que il n'y a pas mieux, en tout cas de ce qu'on peut en voir. Hein. Vous le voyez ici, Bitcoin était à 3000, vous aviez un CBBI à 5. Si vous achetiez massivement, eh bien vous étiez dedans. Globalement, à chaque fois qu'il y a un CBBI en dessous des 10, c'est une zone d'achat, on va dire, incommensurable pour Bitcoin. Et à chaque fois que le CBBI est autour des 100, au-dessus de 90, c'est une zone de vente. Hein. Ici, vous le voyez, 99, ici 99, ici 96, et ça c'était en 2021. Pour le coup, lui, il a très très bien fonctionné sur euh, le cycle de 2021. Et ici, pour le moment, on est allé à 82 quand on a retest la TH dernier, on est allé à 83 ici quand on a retest également la TH. Actuellement, on est à 80. Vous comprenez ici que celui qui serait sorti à 80, je prends un exemple là, il serait sorti à 30 000 $ alors qu'on a poussé x2 hein, derrière. On est quasi allé à 60 sur le top de 2021. Et ici, même chose, sortir à 80, vous aurez fait sortir à 6 000 $, alors que, allez, à 90, admettons, hop, là, il est monté très fort, hein, il est monté très fort, très vite. Je sais pas si on peut zoomer. Sur le top de 2017. Voilà, pour vous donner un exemple, hein. Pas trop. Hein. 90, vous étiez plutôt sur les 9 000 $. Hein, donc on a dit 86 000. Voilà. Il y a les différences de 50% entre quelques points à peine sur le CBBI. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette métrique, globalement, c'est un mix finalement entre le P-Cycle Top, le RUPL, le Rodel Ratio, le multiple de Puel, pas mal de choses hein, qu'on vous a montré sur déjà Glassnode, le risque de réserve, le MVRV et le Wobble. Le MVRV, vous avez vu qu'il a extrêmement bien fonctionné. Sur le multiple de Puel, vous voyez qu'on est actuellement à 100%. Par contre, c'est visiblement la Trollolo, donc l'espèce de d'arc-en-ciel un peu miteux là. Moi, c'est pas forcément un truc que j'aime beaucoup. Globalement, ça va être des droites de régression linéaire logarithmique, hein. Régression logarithmique, je crois que c'est ça, l'arc-en-ciel. Voilà, vous avez d'autres gens qui commencent à utiliser les power law, etc. Pour moi, par exemple, celui-ci a bien marché, ça veut pas dire que je joue la maison sur ce type d'indicateur, d'accord? Mais ça reste super intéressant, en tout cas je trouve, et on avait fait toute une vidéo, une énorme vidéo quand on était au 13 novembre 2022 pour dire le CBBI est à 3, c'est vraiment un moment où il faut potentiellement lui faire confiance. Ça veut pas dire nécessairement que vous mettez la maison et les études des enfants à ce moment-là, si le CBBI est à 3 ou autre. Mais euh, pour ceux qui n'ont pas Glassnode, je pense que c'est quand même et qui n'ont pas nécessairement envie de se prendre trop la tête sur du technique, des choses comme ça, etc. Je pense qu'on est quand même sur un des meilleurs indicateurs qui existent, puisque agglomération de tous les meilleurs indicateurs, donc en soi, voilà. Il existe un moment où ce type de modèle ne marche plus et il casse. Mais pour le moment, force est de constater que ça fonctionne très bien. On va sur le fondamental avec, bien sûr, Twitter dans un premier temps. Twitter sur lequel j'ai retweeté quoi? Bah rien du tout ce week-end, donc du coup tant mieux, je pense que il n'y avait pas grand chose à retweeter dans tous les cas. Hein. À part, si mais je pense que j'en avais parlé hier sur ces frais de 50% effectivement. 1 milliard de dollars sur Bitcoin, une méga baleine qui trade à gogo sur Hyperliquid. Alors 1 milliard de dollars c'est la position leveragée 40, donc ça fait un petit peu moins, ça reste quand même un gros trader bien sûr. Je crois qu'il y a son nom et tout qui est sorti. Il avait une grosse position longue sur laquelle il a gagné plusieurs millions de dollars. À voir que, enfin, en ce qui me concerne, euh, euh, balancer 1 milliard en position pour gagner quelques millions, voilà, James Wynn, c'est ça. 1
1 milliard pour gagner quelques millions. Bon, j'ai pas vu s'il avait à quel moment. Voilà, il a gagné 16,8 milliards en profit. J'ai pas vu à quel point avait oscillé sa position, mais il me semble qu'il a largement oscillé en dessous. C'est-à-dire qu'en termes de pertes au départ, il accusait beaucoup plus de pertes que ça. On n'est pas sur un risk management qui est extrêmement maîtrisé. Je sais pas qui est ce James Wynn, mais bravo à lui, good game, mais en tout cas, mais par contre, attention, derrière, je crois qu'il a shorté. Je pense qu'il s'est fait littéralement rétamer puisque le prix a ensuite bien augmenté. Je pense que ça vaudra peut-être une vidéo dédiée. Position longue sur Bitcoin, enlevé x9. Ah, il a remis une position longue, d'accord, parce qu'il avait remis une position short ensuite. Position short en évidemment qui ne lui a pas réussi, il a engendré une perte de 15 millions. Voilà, vous voyez. Donc, bon, voilà, ça reste un petit peu du gamble. 3 milliards d'afflux sur les investissements de crypto cette semaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose par rapport à l'investissement institutionnel. Bitcoin qui, après un sell-off ce week-end, reprend les 110 000 $. Adam Back qui va... visiblement un fonds suédois de la santé qui veut acheter du Bitcoin et Adam Back qui va les aider. Beaucoup d'experts crypto qui sont en ce moment finalement embauchés par des firmes qui veulent mettre du Bitcoin en trésorerie. C'est plutôt une bonne chose. On l'a vu avec Metaplanet, avec Dylan Leclerc, Adam Back aujourd'hui. Et là, on en a parlé bien sûr en intro. Trump qui décide de finalement étendre la deadline des... des droits de douane à 50% pour l'Europe jusqu'au 9 juillet. Encore une fois, et ça je l'ai dit en intro déjà, mais Trump joue un petit peu avec le feu là par rapport au fait que c'est de la manipulation de marché pure et simple. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt en ce qui concerne les économies à faire ça, c'est-à-dire à dire je vais mettre 50% de droits de douane et puis finalement je ne les mets pas, etc. Sauf à se sentir tout puissant, mais je pense quand même ici qu'il y a des proches qui en bénéficient, donc c'est extrêmement discutable du côté de Trump. C'est bien sûr c'est mal, c'est quelque chose qui est complètement condamnable et qui sera probablement condamné un jour, hein, d'accord. Donc je pense ici qu'on n'est pas sur de la petite de la petite fraude, on est vraiment sur quelque chose qui un jour vaudra probablement de la prison à Donald Trump, d'accord. Donc attention à ça et gardons un œil là-dessus. Les minutes du FOMC, ça sera pour après-demain. Pas grand-chose aujourd'hui. Première révision du PIB qui sera pour jeudi. Je pense qu'on sera dans les mêmes chiffres que précédemment. C'est une première révision, donc a priori, sauf grosse surprise, ça n'aura pas un impact énorme. Et vendredi, on aura le PCE, Personal Consumption Expenditure. Je pense pas non plus qu'on ait beaucoup de mouvements là-dessus, au sens où on connaît déjà le CPI. Sauf grosse surprise vis-à-vis du PCE, je vois pas ici les choses se remettre nécessairement énormément en cause. On pourra regarder éventuellement les jobless claims de jeudi, mais c'est une news hebdomadaire. Donc cette semaine, j'ai rien de bien incroyable. Le PCE, bien sûr, sera regardé, hein, mais j'ai rien de bien incroyable en ce qui concerne le calendrier économique. J'aurai quelque chose d'intéressant sur le job report qui sera donc le rapport NFP du 6 juin, ça nous met dans facilement une semaine. Ça sera la première prochaine grosse news économique, suivie bien sûr du CPI du mois de mai. J'ai pas encore la date, mais on aura tout le temps de venir se pencher là-dessus en temps et en heure. Les liquidations et les liquidités, 174 millions, c'est pas beaucoup. À peu près un peu plus de short que de long. La map reste rouge. 40 millions sur Bitcoin, 40 millions sur Ether. Vous voyez qu'il y a autant d'open interest visiblement sur Bitcoin que sur Ethereum. 174, c'est pas beaucoup, mais hier on était dimanche, donc on n'avait pas les institutionnels. Ça reste jusque-là dans la normalité. Le funding et les marchés en levier, on a pris ce point-là. Ici, j'avais du long sous la structure et il semblerait qu'il ait été liquidé derrière. Là, j'avais donc aussi du long. Ici, vous voyez que le prix a latéralisé, le funding a latéralisé, donc j'ai pas de divergence. Ici, j'ai un gros long qui était rentré. Enfin, j'avais beaucoup de positions longues sur cette zone-là, mais on est venu la chercher derrière, donc pour le moment, pas forcément intéressant. Ici, j'avais du short au-dessus de ce niveau-là. Hein. Vous voyez que le prix descend. Le funding descend au départ, puis le prix remonte, le funding descend. Donc là, j'avais du short, mais on vient de le squeezer, donc pas de souci.
Derrière, c'est l'inverse. J'avais du long là-dessous, mais c'est pareil, on est venu le chercher. Ici, vous voyez que le funding était neutre, à 0. Sur ce dip là, ici ça se reprend pas mal, ici tout se suit globalement plutôt bien, donc pas de divergence. Là ça se suit encore, ici par contre j'ai un prix qui augmente, un funding qui latéralise, donc j'ai du short au-dessus de la structure comme ceci, et puis voilà. Derrière, je continue à shorter ici sur cette zone-là. Prix qui monte, funding qui descend. Rien de nouveau de ce côté-là. Il semblerait que la borne basse désormais du funding, de l'open interest, pardon, se trouve à peu près par là. Donc on va le marquer. Et la borne haute à peu près par ici. Donc on déleverage quand on est autour des 29 milliards et on releverage à nouveau quand on est à 26. Attention, c'est temporaire. On avait fait ici une étude où on avait prouvé que redescendre à 23 milliards d'open interest était tout sauf impossible. Donc là, je suis plutôt shorté sur le top. Vous voyez ici qu'il y a quand même une, deux et trois fois où on touche un peu cette zone-là. Il n'y a pas trop à douter qu'il y a de la liquidité, je dirais sous 105, 105, 106. Ça doit être chargé parce que ça fait un paquet de fois qu'on y va sans casser au travers, d'accord. Ça peut tenir, on va regarder là une semaine. On va la mettre à jour. En termes de heatmap, on voit que oui, ça s'est accumulé un petit peu depuis une semaine sous les 105-106. On voit ici aussi que c'est assez intéressant. Ça serait intéressant de venir faire un tour, dans la zone entre 105 et 106 ici, mais que depuis on a chargé sur 112. À force également de traîner sur cette zone-là, et puis là on vient d'y remonter, et puis on est pas mal shorté. Manque de liquidité intermédiaire éventuelle pour faire le lien de 109, le prix où on est actuellement, pour aller jusqu'à 105, sauf si elle se crée maintenant, mais pour le moment, vous voyez que la liquidité intermédiaire, elle serait plutôt propice à aller à 112, 113. Donc ça sera peut-être plutôt notre scénario privilégié dans ce cadre-là. Et en ce qui concerne Ethereum, c'est très chargé entre 2003 et 2004. Puisqu'on est allé y faire un tour un bon paquet de fois. La liquidité intermédiaire est là pour faire le lien entre 2600 jusqu'à 2658. Et pour le coup, sur une semaine, ça serait 2772, qui serait un endroit intéressant. Allons faire un petit tour juste sur ce qui se passe en plus petites UT, en 12 heures. Est-ce qu'on est plutôt long, plutôt short en 12 heures c'est kiff-kiff, on est plutôt short, mais oui, on est plutôt short, ouais. On est plutôt short sur 12. J'ai regardé 12 heures ou j'ai regardé One Day, du coup. Et sur la 12 heures, donc là, on est sur la liquidité extrêmement fraîche, bien sûr, vous l'aurez compris. Sur 12 heures, c'est kiff-kiff, on est en moite-moite. Un peu plus large désormais, on va regarder 6 mois rapidos. Il y a du monde là-haut, il y a du monde là, d'accord. Donc 104, 105 en 6 mois est chargé, 112 est chargé. Sous 90 est extrêmement chargé, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Soit on tient le momentum et on vient chercher à chaque fois nos zones de short pour vendre, parce que ça a accumulé fort là, ça a accumulé fort ici, d'accord. Et ça a accumulé fort là, donc il faut que vous vous mettez à la place d'une institution, elle a besoin d'acheter là où il y a des contrats. Ici il y a des contrats de vente, c'est des liquidations de longueur, ici il y a des contrats de vente, ici pas trop, ici c'était assez fat, ce qu'il y avait en contrat également de vente. Faut bien comprendre que par contre on a touché un point un petit peu important. Quand on était venu chercher ça, d'abord, donc 89, bon, ensuite ça a probablement revendu un petit peu, mais ici également, ici on a touché pas mal d'ordres, ici on a touché pas mal d'ordres, ici on revient chercher le bas, ici on touche énormément d'ordres, et là, bon, ça aurait été hyper intéressant de venir taper 72, qu'on ne fait pas, donc pas de problème avec ça. Désormais, vous voyez qu'il y a grosse liquidité à 82, grosse liquidité à 90, grosse liquidité à 99, et grosse liquidité au-dessus pour le moment. Comprenez que on est venu chercher de la vente là-dedans. On a un petit peu ressourcé à chaque fois et il semblerait qu'on soit en train d'aller chercher de la vente là-dedans. Donc c'est propre pour continuer. Espérons qu'on pourrait éventuellement continuer plutôt sur ce type de modèle-là. D'accord. C'est-à-dire on push. Vous comprenez ici que qu'est-ce qu'on a fait
On a accumulé pendant super longtemps dans cette correction une belle grosse poche de liquidité qu'on a squeezé, mais pas que. Ça, c'est l'élection de Trump, hein. Vous comprenez ici la sortie. Il y a aussi un événement qui nous emmène sur la marche du dessus. L'événement ensuite se consomme. Le 22 janvier, Trump est investi. Il est investi. C'est l'investiture de Trump. Et donc, du coup, là, on absorbe la totalité de ce qui s'était mis en place sur l'événement. D'accord. Ici, bah, tout là-dedans, on baille de rumeurs. Là-dedans, en fait, la news sort et elle est plutôt non attendue. Donc là-dedans, on a la bougie verte. Et ici, c'est que de la distribution, cette montée larvée-là. Derrière, ça se reprend un petit peu. 13 janvier ici, on va jusqu'à l'investiture. On a un push sur l'investiture. Là, on est littéralement dans le sell de news. Et puis ensuite, là, on vend les reliquats, hein, tout ce qui restait dans l'histoire. Mais la distribution, bien sûr, vous l'avez sous les yeux ici. Elle est principalement actée là. Et elle est puisqu'on est dans les liquidations ici. Hein. Et derrière, elle est principalement actée ici. Vous vendez dans le vert. Ici, c'est tous les reliquats, c'est-à-dire tous ceux qui vont lâcher leur position et qui derrière, avaient déjà vendu à maxima dans cette zone-là. Bien sûr qu'en face, vous avez du monde ici qui rachète toutes ces zones-là et qui sont actuellement en train de vendre sur ici, ici et là. D'accord ? Cela dit, encore une fois, sur de lutter relativement importante, personnellement, je vois bien une forme de news, à savoir, est-ce que ça peut être le stablecoin hack, là, le Genius Act, ou je sais plus comment ils appellent ça. Est-ce que ça peut être la SBR, la Strategic Bitcoin Reserve. Est-ce que ça peut être différentes choses qui tout d'un coup se mettent à fonctionner réellement, parce que en soi, la SBR, typiquement, je crois que c'était là. Là, il y a une grosse annonce sur la SBR. Il va y avoir une réunion à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Ça va être énorme, ça va être incroyable, vous allez voir. Et en fait, finalement, il se passe rien. Ils nous annoncent juste qu'ils ne vont pas vendre les bitcoins qu'ils ont déjà. Donc, on continue la distribution du sell de news de l'investiture de Trump précédente. Ici, vous voyez qu'on est revenu d'une certaine manière tester la vallée qui était là. C'est pas pile poil, mais on l'a fait. Et puis derrière, actuellement, on reprend du momentum sur diverses choses et d'autres. Personnellement, je pense qu'on va pivoter. Je suis à peu près sûr, enfin, quand je dis je suis confiant en ce qui me concerne moi sur le fait qu'on va pivoter très prochainement. Maintenant, le marché n'est pas du tout dans cette idée-là. Je suis complètement contrarien sur cette idée-là. Vous voyez que 95% du marché ne pense pas comme moi et pense qu'au prochain meeting de la Fed, le 18 juin, on restera, donc on est vraiment dans cette idée du higher for longer pour le moment en ce qui concerne le marché. Et vous voyez que c'était pas le cas il y a ne serait-ce qu'un mois. On était déjà plutôt 57% à penser que ça allait pivoter. Désormais, le marché pense différemment. Est-ce que ça peut repivoter à nouveau sur les 3 semaines qu'il nous reste avant le FOMC, hein, il nous reste combien ? 23 jours à voir. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait du Glassnode, on a fait un gros point sur les indicateurs de top, mais également où est-ce qu'on est le realized price. Moi, ça m'intéresse vachement. Est-ce que le marché est en extrême profit ? Et c'est pas le cas. Est-ce que sur les indicateurs de top qu'on peut connaître, on est sur des signaux de top ? Personnellement, je ne pense pas. En tout cas, je ne trouve pas que ça soit le cas. Sauf signe noir, sauf un endroit où là, on nous dirait, en fait, c'est plié. On va dire que oui, il y a 100% de douane sur la Chine. Oui, les USA rentrent en récession. Oui, les earnings commencent à être foireux. Oui, la tech, c'est nul. Oui, je ne sais pas, l'immobilier chinois s'écroule. Pour le moment, c'est pas du tout ce que j'ai l'impression d'avoir sous les yeux, d'accord ? Ici, on garde nos boîtes de liquidité pour garder dans cette idée, attention, il y a un moment donné où il est tout à fait possible qu'on vienne chercher tout ce petit monde-là, et à ce moment-là, qu'est-ce que ça vous dira ? Ça vous dira que potentiellement, la correction, c'est plutôt un truc dans cet esprit-là, d'accord ? Pour le moment, personnellement, je trouve, moi, qu'il y a le jus pour éventuellement tenir et aller plus haut, c'est-à-dire ne pas faire ce type de correction-là. Maintenant, tout cela s'inscrit dans cette idée que le marché est éventuellement en train de pricer un fameux pivot ou autre chose, et on ne voit pas, sauf avoir la petite résurgence sur Ethereum, les assets se mettent nécessairement au garde à vous pour anticiper ce genre de pivot-là. Donc j'attends la news si elle arrive, qui va me dire oui, c'est sûr, la Fed va pivoter.
Est-ce qu'elle peut être sur l'emploi? Un mauvais chiffre sur l'emploi peut nous dire que oui, c'est sûr, la Fed va pivoter. Donc typiquement, on parle bien sûr de la date du 6 juin, qui va être bien sûr ici quelque chose d'important dans ce cadre-là, ou dans l'idée de ce scénario dont je suis en train de vous parler. On ne sait pas encore, bien sûr, comment ça va se positionner dans ces eaux-là, ici, 5 juin, 6 juin, d'accord? Donc, ici, on serait dans le truc, bien sûr, vous comprenez que c'est un peu contre-intuitif, mais un chômage qui augmente aux États-Unis peut faire exploser les actions, sous-entendu. Si jamais, c'est ça qui provoque le pivot, puisque je ne suis pas sûr que ça va pivoter, mais voilà, on larve encore un peu la montée ici, et puis finalement, sur cette news du chômage qui augmente, au début, ça peut se dire, ah mince, on est en récession, etc., donc il y aura peut-être une petite correction, mais en soi, derrière, pour moi, ça shoot up, d'accord? Donc ça shoot up, et ça nous donne un mois entier où le marché, et là, on a le pivot, vous comprenez que le FOMC, c'est le 18, si je ne me trompe pas. Donc on va noter et mettre proprement ce qu'on avance éventuellement, mais là, c'est rapport NFP. D'accord. Mince, pardon. Excusez-moi. Ici, c'est le rapport NFP, donc les chiffres sur l'emploi du mois de mai. Ici, c'est FOMC. Donc je dirais, n'hésitez pas ici à faire entre vos scénarios techniques, vos scénarios, oui, techniques, c'est ça, oui, oui, c'est ça, tout à fait. Donc l'analyse technique, les charts, vos scénarios, vos événements de liquidité aussi, bien sûr, passer sous la structure, en dessous, etc. Mais aussi surtout vos scénarios fondamentaux. Les scénarios fondamentaux, il ne faut pas les oublier. C'est pour ça qu'on regarde les news tous les jours, etc. Pour moi, celui qui fait que du technique, il lui manque en fait un pied à son tabouret. Et celui qui ne fait que du fondamental, il lui manque les points d'entrée, il lui manque la tendance, il lui manque des tas de choses. Celui qui vous dira je ne fais que du fondamental et je ne regarde pas les charts est un menteur. Ça n'est pas possible de ne jouer que des news, quoi. En tout cas, à moins d'être dans des UT qu'on va qualifier de pluriannuels. Pluriannuels, d'accord, mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que je voulais mettre? Je voulais mettre aussi, bien sûr, le CPI. Quand est-ce qu'il va nous sortir, ce petit CPI? Je mets en pause une seconde. Donc voilà notre triptyque des prochaines semaines, enfin de la semaine prochaine, putain, c'est presque ça. Allez, des 2 ou 3 prochaines semaines, effectivement. Rapport NFP, le 6 juin, CPI le 11 et FOMC le 18. Est-ce que ça nous permet de shoot up et d'aller chercher 160 sur Bitcoin avant le 11 juillet? Potentiellement 123 avant le 11 juin, c'était un peu ça l'idée, c'était le moment où qu'on tienne ce momentum-là pour le moment. Est-ce qu'on va perdre ce momentum-là, ce qui reste tout à fait possible? Est-ce qu'on va s'enrouler autour comme une liane? C'est des choses qui peuvent arriver aussi également. Voilà, c'est des choses qu'on va bien sûr suivre avec énormément d'intérêt sur les prochaines semaines. Mais là, vous avez un croisement de tout ce qu'il est possible d'analyser sur le marché, notamment et principalement Bitcoin, à savoir les liquidités, la structure et le fondamental, ok, avec des scénarios privilégiés que vous avez fait sur les 3, d'accord? Et à la mixture de ces 3 scénarios privilégiés que vous avez fait sur les 3, le scénario privilégié, celui qui met les 3 d'accord, ou en tout cas qui agrémente un petit peu la sauce que vous avez dans votre salade, pour que ça ait l'air plus ou moins suffisamment salé, suffisamment correct, suffisamment vinaigré, etc. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et tiens, on va parler salade, plutôt salade en début de repas ou plutôt salade en fin de repas. En ce qui vous concerne, c'est fait pour ça, c'est la question à la con. Personnellement, moi, c'est plutôt salade fin de repas, mais je sais qu'il y a des gens qui essaient de se caler un petit peu avec de la salade avant, pourquoi pas. Et puis aussi de tapisser un petit peu l'estomac pour que ça glisse un peu mieux au niveau des repas, notamment un petit peu lourds. Donc je dis pourquoi pas, je dis chacun son truc.
On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.